Welcome to Boost CYAC's new webinar series. Bienvenue à la série de webinaires du Boost Child Youth Advocacy Center. Avant de commencer, si vous voulez écouter en français, vous cliquez sur Floor en bas à gauche de l'écran et vous sélectionnez Français. Si vous voulez voir la présentation en anglais, vous cliquez sur Présentation sur le côté en haut à gauche. Pour suivre la présentation en français, vous téléchargez la présentation en français en cliquant sur Documents à droite. Vous pouvez télécharger les documents dans les deux langues en cliquant sur l'icône des documents à droite. Il y aura une période, une foire aux questions à la fin du webinaire. Si vous voulez soumettre une question, vous allez en bas à droite dans la barre des outils, messages, participants et vous tapez votre question. Vous pouvez soumettre votre question à tout temps. Si vous regardez le webinaire en groupe, merci d'entrer le nombre de parts à tout temps. Si vous regardez le webinaire en groupe, merci d'entrer le nombre de participants en allant sur Messages et Participants. Nous allons maintenant commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Merci à Boost et à tout le monde de m'avoir invité à partager aujourd'hui avec vous. Je vais partager des idées, des pensées quant au fait de travailler avec des personnes qui souffrent de violences interpersonnelles, surtout les jeunes. Vous avez déjà lu ma biographie, je ne vais pas ajouter grand-chose, mais je travaille en tant que thérapeute, consultant et psychologue pour les gens qui sont soumis à la violence et qui ont commis la violence, que ce soit des adultes ou des enfants. Mes collègues et moi-même au Centre pour les pratiques centrées sur les réponses ont travaillé à améliorer les réponses institutionnelles. Et qui est métisse, qui est une activiste, qui est une ancienne protectrice de l'enfance, a toujours été très impliquée dans la protection de l'enfance et nous avons travaillé de façon proche aussi avec Shelley Bonin qui fait partie de l'équipe du centre et Dr. Leonard Coates. Nous avons travaillé ensemble en observant les réponses des médias, des services de police, des tribunaux. Donc, nous combinons la pratique et la recherche. Et nous trouvons qu'il y a une interaction. Donc, je m'excuse si j'ai l'air un petit peu étrange à l'écran en vous faisant cette présentation. Je ne sais pas si je dois vous lire ces diapositives alors que vous pouvez les voir. La violence est le problème le plus crucial de notre époque. La plupart des personnes qui ont des problèmes mentaux importants font un rapport de la violence, de traumatisme au niveau de l'historique et surtout dans l'enfance, qui est un prédicteur de maladies mentales. Les personnes qui sont itinérants ou pauvreté sont de façon disproportionnée soumis à la violence, surtout quand on vit dans des conditions telles que cela. Les personnes qui sont itinérants ou qui vivent dans la pauvreté ont moins de chances d'avoir des soutiens institutionnels et ils ont aussi beaucoup de mal à obtenir justice du système de justice que nous avons. Les personnes qui sont diagnostiquées avec des troubles de l'alimentation, anorexie, boulimie, des utilisations de drogues dangereuses, autodestruction aussi rapportent une violence interpersonnelle importante. La prostitution, le panel importante, la prostitution, le porno et la traite des personnes et qui utilisent cela dans différents buts. Il semble avoir aussi beaucoup d'implications au niveau de la violence interpersonnelle. Il y a un pourcentage important des personnes qui sont sur le marché du sexe, 70 à 85% selon les statistiques. Ces personnes rapportent des traumatismes, des troubles post-traumatiques. Les personnes qui ont une activité criminelle aussi, 70 à 90% des cas de protection de l'enfance selon les provinces rapportent la violence en fonction de l'importance dans la santé publique pour les
Au niveau de la vie des individus et de la famille, pensez qu'une formation et de comprendre la violence est essentielle, que ce soit au niveau du système d'éducation, des médecins, des avocats. Cependant, quand vous considérez les curriculums de ces formations, des personnes dans ces professions, que ce soit les juges, les médecins, etc., vous pouvez réaliser, par exemple, que les médecins, par exemple, reçoivent très peu ou absolument pas de formation pour comprendre la violence interpersonnelle. Il en est de même pour les enseignants, pour les avocats. Je j'ai des rencontres régulières avec des étudiants en loi et ils n'ont pas de formation. Ils peuvent avoir des formations au niveau des pratiques anti-oppressives, mais pour comprendre la violence et comment la gérer, comment y répondre et la résistance des personnes à la violence, ainsi que les différentes pratiques de nos institutions, comment cela rentre en jeu avec la dynamique de nos institutions. Il y a vraiment très peu de formation. En fonction de la juridiction, certains policiers peuvent recevoir une formation si vous êtes un GRC. Si vous êtes un policier en ville, vous pouvez peut-être recevoir des formations supplémentaires. Mais en général, la formation au niveau de la violence interpersonnelle est plutôt minime. Donc, c'est un petit peu comme si on avait créé une école médicale sans avoir des cours sur le cancer ou le diabète, alors que ce sont des problèmes vraiment importants de notre époque. Donc, encore une fois, ces professionnels sont très mal formés. Vous pouvez faire des études secondaires et il vous faut vraiment vous concentrer pour obtenir des formations sur la violence interpersonnelle, mais ce n'est pas fourni de façon systématique sur la violence interpersonnelle, mais ce n'est pas fourni de façon systématique pour ces professions. Pour comprendre la violence et la considérer d'une façon complète, quels sont les faits, quelles sont les informations qui sont essentielles? David Trimble, qui était l'ancien président de l'Irlande du Nord, était un élément clé pour comprendre ces problèmes, puisqu'il avait aussi des circonstances très concrètes. Et il dit que la compréhension des circonstances uniques, particulières et concrètes d'une quelconque situation est le premier pas indispensable vers la résolution des problèmes que pose cette situation. Et il faut bien sûr comprendre le contexte de ces actions. Ici, voici comme une carte. Quel est le contexte? Quelle partie de ce contexte peut être essentielle en cas de violence interpersonnelle depuis les 30 ou 35 dernières années, ainsi que les différentes recherches au niveau des agressions sexuelles, de la violence familiale et d'autres formes de violence et d'abus. Vous devez tout d'abord savoir où sont les gens, où ils vivent, comment ils s'identifient de façon culturelle, s'ils sont des lesbiennes, des trans, est-ce qu'ils ont une voiture, est-ce qu'ils sont isolés de façon géographique, est-ce qu'ils ont des relations, ont-ils des enfants, etc. Si vous êtes par exemple une femme qui vit en Rossford au Yukon et que vous êtes très isolé, vous n'avez certainement pas une présence policière constante dans votre collectivité. Vous êtes isolé de façon géographique. Et pendant la semaine, il peut vous prendre 2 heures et demie pour qu'un policier se présente. Mais se présente même lors d'un crime sérieux, seulement parce qu'il y a peu de ressources et que les gens ne peuvent être partout en même temps. Donc, si votre partenaire vous bat et, et que à chaque fois qu'une femme m'a dit, par exemple, à chaque fois qu'il me bat, il veut ensuite avoir une relation sexuelle avec moi. Et si vous savez que cela va prendre plus de 2 heures pour que la police arrive, quelle est votre option? Sa famille vit de l'autre côté, vous avez des enfants, sa famille pense de toute façon que vous êtes une salope. Que faites-vous? L'option de lui donner un coup dans les cacahuètes et qu'il parte ou de vous mettre à hurler, de tirer les enfants, de les emmener, n'est peut-être pas une option parce que vous n'avez personne pour vous protéger et que ces 2 heures et demie sont vraiment terribles pour que quelqu'un
viennent. Donc, pour vous, la façon de répondre, c'est d'aller ailleurs avec votre esprit. Donc, pour vous, la façon de répondre, c'est d'aller ailleurs avec votre esprit et de vous engourdir au niveau du corps pour résister. Et souvent, c'est la réponse de la victime pour résister à la violence. Et cette réaction dépend du contexte de la vie, l'isolation géographique, physique est très importante. Donc, la résistance des victimes dépend du contexte. Ce n'est pas seulement en fonction de la façon dont ils fonctionnent psychologiquement ou de leurs origines familiales. S'il y a une agression, par exemple, j'ai entendu dire ils faisaient la fête, ils sont revenus à la maison, ils ont renvoyé la babysitter, ils étaient à l'entrée de la maison et que l'un des partenaires commence à devenir très agressif, à crier, à pousser l'autre personne. Donc ma première question dans ce cas, porte d'entrée, il y a les escaliers qui montent à l'étage. Et c'est là où sont les chambres des enfants alors et que les enfants dorment. Donc quand votre partenaire commence à être agressif, comment est-ce que vous avez répondu à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez? Donc souvent on pose ce genre de questions pour obtenir des descriptions des actions et en séquence et en fonction d'un cadre physique. Donc comment vous avez répondu? Qu'est-ce que vous avez fait? Une personne en particulier a dit par exemple, je ne me souviens plus du tout. Mais et ensuite, j'ai dit, j'ai reculé dans le couloir et j'ai demandé où est-ce que vous alliez. La réponse était, je voulais seulement pas que les enfants entendent. C'est une information importante parce que maintenant vous obtenez une description d'un comportement protectif de la protecteur, par exemple, de la part des parents, ou s'ils sont dans la cuisine, par exemple, ma voisine Diane sait, par exemple, ma voisine Diane sait comment est mon partenaire et je sais que si je vais dans la cuisine et que j'ouvre la fenêtre, dans ces cas-là, Diane peut-être va pouvoir entendre et qu'elle appellera la police. Donc, la façon dont la personne gère la situation est importante, surtout si c'est un incident isolé, si ce sont des vols, si c'est un viol, par exemple. S'il y a 200 personnes autour de vous et que quelqu'un vous attaque, peut-être que vous allez répondre parce que vous pensez qu'il y a des gens qui seront là pour vous aider. En revanche, si vous êtes complètement isolé à 2 heures du matin dans un parking, vous allez peut-être faire la tortue, couvrir votre tête et tenter de vous protéger. Ce serait la réponse la plus appropriée dans ce contexte. Donc, la réponse des personnes à la violence sur le moment doit être prise en serait la réponse la plus appropriée dans ce contexte. Donc, la réponse des personnes à la violence sur le moment doit être doit prendre en compte le contexte, la nature des actions de l'offenseur, les réseaux sociaux et les réponses institutionnelles dépendent de la façon dont votre famille, vos voisins, les associations d'aide à l'enfance, le procureur général, s'ils ont répondu à vos requêtes, s'ils vous traitent avec respect, s'ils ont vraiment répondu à vos requêtes. Est-ce que vous vous sentez compris? Ce sont des informations clés. Et si vous n'avez pas une réponse et un réseau social de façon appropriée, la réponse à la violence sera différente. Une jeune fille autochtone qui a 13 ans, par exemple, Jane, elle a téléphoné à la police quand son père a attaqué sa mère et vraiment qu'il l'a battue, qu'il a salement amoché. Jen se souvient toujours que son père l'ait battue un peu, mais elle n'avait pas téléphoné à la police jusqu'à présent. Donc la police a téléphoné, il a été arrêté, il a été accusé, il a été mis en prison et ensuite ils ont appelé les associations de protection de l'enfance et ils ont décidé que la maman de Jen n'était pas assez protectrice, donc ils ont pris Jen, ils l'ont mis dans une famille d'accueil à des personnes de descendance européenne qui ont posé des questions, genre les écoles résidentielles, c'était il y a longtemps. On a dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas
aller de l'avant et oublier tout cela. Elle recevait ce genre de commentaires plutôt racistes et inappropriés. Et elle était vraiment en détresse. Elle voulait voir sa mère. Et le travailleur social des services de l'enfance ne le permettait pas parce qu'il estimait que sa mère était incapable de protéger Jen. Son père a été relâchée sous caution, donc Jen a commencé à faire des fugues, elle a été ramenée, on l'a ramenée dans la famille d'accueil, ensuite elle a arrêté de manger, on l'a envoyée chez un psychologue parce qu'elle avait vraiment du mal, le psychologue a dit qu'elle était traumatisée, elle avait des problèmes pour s'autoréguler. À ce moment-là, Jen a commencé à se couper elle-même de façon plutôt importante. Donc, elle a été aiguillée sur notre groupe et on a appris lors de notre premier entretien, c'est que la raison pour laquelle elle voulait retourner vers sa mère et que la raison, l'agression, elle était rentrée en cachette de l'école, elle était dans sa chambre et sa mère l'ignorait et elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle se faisait du souci pour sa mère et elle a entendu sa mère avoir une conversation avec sa tante et que sa mère disait je ne peux plus tolérer cela, je ne peux plus supporter. Quand je serai partie, est-ce que tu pourras prendre soin de Jen? Et donc Jen se faisait du souci et pensait que sa mère allait se suicider. Donc dans un tel contexte, le fait qu'elle se coupe elle-même était moins pour se faire mal, mais pour répondre aux réponses institutionnelles problématiques. Tim, qui a 8 ans, et que vous êtes que votre oncle vous moleste ou vous agresse sexuellement lorsqu'il vient faire du babysitting, surtout parce que cet oncle est le frère préféré de votre surtout parce que cet oncle est le frère préféré de votre frère. Et vous ne voulez pas le dire parce que c'est le frère préféré de votre père et vous avez peur de ne pas être cru. Donc, on ne peut le dire. Donc, Tim porterait 3 paires de pyjamas avant d'aller au lit. Il était malade à chaque fois que l'oncle venait. Il refusait aussi de manger. Si l'oncle préparait à dîner, il refusait aussi d'avoir sa photo prise avec l'oncle. Donc, il y a des choses qu'il faisait de façon dissimulée. Mais si on le comprend bien, c'est une résistance dissimulée à la violence. Si on considère les entretiens que l'on a avec les personnes, nous obtenons toutes ces informations lors de l'entretien, du premier entretien. Et dans ces cas-là, on dit qui d'autre c'est cela? Est-ce que tu en as déjà parlé? Pourquoi est-ce que tu en as parlé à ton frère et pas à ta sœur? Quand tu as parlé à ton frère, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il répondu? Est-ce qu'il t'a écouté? Est-ce qu'on t'a cru? Et quelle différence cela a fait pour toi? Ou si la personne ne t'a pas cru, quelle différence cela a fait pour toi? On a parlé aussi des réseaux sociaux et des réponses institutionnelles parce que cela donne un sens de sécurité et puis aussi quels sont les genres de questions que l'on peut poser ou que l'on va éviter de poser à ces personnes pour qu'ils restent à l'aise. S'ils ont reçu des réponses négatives des acteurs institutionnels au préalable, ils vont certainement être très reluctants à vous parler. Donc, si on pense des réponses institutionnelles dès l'origine dès le début de l'entretien, cela vous donne des informations importantes. Ici, voici un exemple de résistance qui vient de Suède. Carolina Overlind qui parle avec les enfants pour femmes. Donc, c'est un exemple typique de violence hétérosexuelle, des violences de l'homme sur la femme et sur les enfants. Dans les situations où tu avais peur, où tu sentais que quelque chose n'allait pas, est-ce que tu pensais que tu pouvais faire quelque chose? Karine dit non, justement, j'étais tellement petite et j'avais tellement d'émotions diverses. Quelquefois, je disais à mon père, reste calme, ne t'embête pas, ne réagis pas à ce que
Maman dit, je jouais avec lui, encore avec lui, et je pensais que cela aiderait. Je faisais comme si c'était maman qui était malade et je me disais, oh, tu n'as qu'à te taire, ne te préoccupe pas de ce qu'elle dit et tu sais bien qu'elle a tort et ne parle pas et va dehors pour évacuer ta colère. Donc voici une jeune fille qui ensuite avait 15 ans, mais elle parlait de situations préalables. Elle essayait de gérer son père pour protéger de façon dissimulée et secrètement pour protéger la mère. Quelle conscience, quelles sont les compétences et quelle expertise elle aurait dû avoir pour pouvoir commencer à faire ces comportements qui sont plutôt complexes pour un enfant. Mais quand vous considérez la façon dont les personnes réagissent pour se protéger, protéger les personnes qu'ils aiment, pour essayer de gérer l'offenseur, vous commencez à avoir une image plus large et plus globale des compétences, des forces de caractère, des personnes que vous ne pourriez voir sinon. Donc, vous pouvez dire, oh mon Dieu, même si tu étais si terrifié par ce que ton père allait faire, tu es resté à rester calme et à aider ta mère. Comment est-ce que tu as pu faire cela? Est-ce que ta mère sait combien tu as fait pour la protéger? Et si elle le savait, quelle différence cela ferait pour elle? Vous pouvez commencer à développer des pratiques d'entretien qui se développent en fonction des réponses pré. Un petit garçon qui s'appelle Lars, qui a 8 ans, et il parlait à un thérapeute qui s'appelle Lapa Balander. C'était sur un DVD fait par Unison, qui est l'agence la plus importante qui aide les femmes et les jeunes filles en Suède. Je vais envoyer un DVD à Pearl et je pourrais vous envoyer d'autres copies de ce DVD à d'autres personnes également. Donc, le thérapeute parle à Lars. Te souviens-tu qu'il ait frappé ta maman? Oui, bien sûr, a dit Lars. Est-ce que cela arrivait souvent? Oui, c'était toujours le soir. Et où étais-tu à ce moment-là? Dans ce cas d'entretien, et c'est ce qu'on trouve souvent avec les enfants, la description physique rend le problème concret. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Et on réalise que si on parle de cet espace physique tout d'abord, il est ensuite plus facile pour les enfants de parler de cet espace physique tout d'abord. Il est ensuite plus facile pour les enfants de parler de leur expérience subjective, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient. Si on commence d'abord à parler de ce à quoi ils pensaient, etc., avant de parler de l'emplacement physique, il est trop difficile pour les enfants d'en parler. Ce sont des notions trop abstraites. Donc voici, il dit, là c'est le salon, là c'est ma chambre, mon lit, et là il se disposait ici. Il se disputait ici, pardon, et il ne pensait pas que j'allais me réveiller. Tu n'es jamais allé dans la chambre de tes sœurs? Non, parce qu'ils m'auraient entendu, elles étaient d'en haut, et je les entendais, je criais en disant, oh maman, maman, quelqu'un a jeté des œufs dans la fenêtre. Donc il les interrompt. D'autres fois, je disais que j'avais fait un cauchemar et ça, c'était vraiment un bon tour pour les faire arrêter. Dans ces cas-là, maman viendrait dans ma chambre et dormait avec moi et j'aimais ça. Et où était ton beau-père à ce moment-là? Il resterait à l'extérieur. Donc, tu aidais à régler à l'extérieur. Donc, tu aidais à régler le problème. Oui. Bien, c'était très astucieux de ta part. Merci. Je pense que tu vas devenir un inventeur. Oui, c'est en effet ce que je souhaite faire. Donc, encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a des questions concrètes, très directes, et d'avoir des questions de façon séquentielle, en commençant par le contexte physique. Et vous pouvez comprendre ensuite comment Lars arrivait à gérer les circonstances. Et là, seulement, vous pouvez dire quel genre de truc tu pouvais utiliser pour protéger ta maman. Est-ce que des personnes ont remarqué? Qu'en était-il de tes petites sœurs? Est-ce que tu as fait des choses pour prendre soin de tes petites sœurs? Donc, vous pouvez commencer à développer tout cela avec Lars et que Lars commence à se dire, ah, ce n'est pas seulement que ceci vient d'arriver, c'est que c'était terrible, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir résoudre la situation et je pense que c'est vraiment très important pour n'importe qui de comprendre bien qu'ici dans la présentation PowerPoint, c'est le DVD dont je vous parlais. Voici un autre exemple de Maria qui était une participante au point de vue d'une recherche à Sydney en Australie où nous travaillons avec la violence
familiale et les services de gestion. Quand j'apprenais que j'étais enceinte, il me battait presque à mort. J'ai fait 2 fausses couches devant les amis. Il disait qu'il voulait avoir des enfants. Quand j'ai pensé être enceinte à nouveau, je ne lui ai rien dit. J'ai fait un test de grossesse et je l'ai montré quand ma mère était dans la salle. Et je savais que si le test de grossesse était public, dans ces cas-là, il serait obligé de l'accepter, que cela garderait ma fille en sécurité. Maman a pris une photo de nous avec en main le test de grossesse, donc c'était connu de tous. J'avais réussi à gérer la violence qu'il me faisait subir, pas de l'accepter, mais de la gérer. Donc pendant les 9 mois de ma grossesse, la violence a cessé. Donc voici, pas de l'accepter, mais de la gérer. Donc pendant les 9 mois de ma grossesse, la violence a cessé. Donc voici une stratégie vraiment très astucieuse pour pouvoir gérer une situation absolument ingérable. Donc maintenant, on peut dire oui, vous pouvez voir avec la perspective que vous essayez de protéger votre enfant. Est-ce que votre mère le savait? Depuis combien de temps le savait-elle qu'il vous agressait? Comment avez-vous organisé avec votre maman? Qui d'autre était au courant? Quand vous posez des questions en fonction de ces informations, vous pouvez un petit peu détailler le stéréotype des femmes qui ont été battues, qu'elles sont complètement passives, qu'elles n'ont aucun pouvoir, qu'elles n'ont pas de limites, qu'elles n'ont plus d'estime d'elles-mêmes, etc. Ce sont des préjugés communs qui ne peuvent pas aider, et surtout si vous faites une analyse un petit peu approfondie de cette violence. Donc, les formes de résistance sont toujours présentes. Quand il y a de la violence, il y a de la résistance. La résistance peut être ouverte, directe ou subtile et dissimulée en fonction des dangers, des possibilités, des situations données. La désobéissance flagrante est la forme de résistance la moins fréquente. Le mot de résistance est souvent connecté avec la fin de réagir physiquement. Mais souvent, pour les femmes, c'est de faire plus subtilement pour protéger les gens. C'est la forme de résistance la plus commune parce que la défiance souvent a comme conséquence une représaille, une violence plus importante. Donc, si la personne qui commet les violences est au courant des résistances, il serait encore plus violent. Donc, c'est souvent caché. Donc, les résistances, il serait encore plus violent. Donc, c'est souvent caché. Donc, la résistance, c'est une réaction à la violence et non pas un effet de la conséquence de la violence. Mais ce que cela veut dire, c'est que quand vous voulez savoir comment les gens ont résisté à la violence, il faut poser diverses questions. En psychologie, en psychiatrie, la plupart du langage parle des victimes et au niveau des effets de la violence sur les victimes. Mais la résistance, c'est une réponse, ce n'est pas un effet. Ce n'est pas une conséquence, c'est une action par la personne. Elle est immédiate et elle est plus à long terme. Donc, quand on sait comment les gens ont résisté à la violence, cela peut être d'une façon sociale, physiquement. On peut poser des questions en disant, par exemple, quand vous avez réalisé que cela tournait vinaigre et qu'il allait vous attraper ou vous battre, comment est-ce que vous avez répondu? Le corps vous disait. Vous pouvez poser les questions de façon multiple. De façon initiale, on peut dire comment est-ce que vous avez répondu? Qu'avez-vous fait? Parce qu'on veut voir un petit peu les actions qui ont été prises. Mais si vous pouvez changer au niveau des comportements plus dissimulés aussi, dans ces cas-là, c'est important. Même si vous essayez de rassembler des preuves pour un dossier qui passe au tribunal ou que ce soit pour les institutions sociales. Donc la violence est sociale, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 personnes qui sont impliquées, un agresseur et une victime, et qu'il y ait une description complète et précise de la violence. On décrira les actes des 2 personnes dans le contexte. On utilise le mot de victime parce que
c'est différent de survivant parce que c'est un crime qui a été commis. Donc c'est important de garder ce mot à l'esprit. On peut être survivre à un tremblement de terre, mais si quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal de façon délibérée, c'est un crime. Donc il est important de conserver ce mot de victime. Pour insister sur ce point, je vais vous donner deux descriptions variées d'agressions sexuelles faites par des étrangers. Comme vous le savez, ces agressions par un étranger, ce sont les plus rares. C'est souvent que le vol est souvent fait par une personne connue. Mais voici dans la première description, je ne vais pas la lire, mais vous pouvez le voir que cela décrit les actions de l'offenseur, de l'agresseur. Il l'a suivi, il est allé plus vite, il l'a prise de force, il l'a prise de force. Donc on a vraiment la compréhension de qui a fait cela, à qui. Il l'a prise de force, et ce sont des mots actifs qui forcent l'objet de l'action. En même temps, vous avez une description des actions de l'agresseur et on ne sait rien au sujet de la victime. Dans ce cas, elle pourrait être consciente ou inconsciente, on n'en sait rien. Voici ensuite une seconde description avec en rouge qui sont les réponses de la victime et cela provient des notes que j'ai alors que je travaillais avec une femme 7 ans après que le viol ait eu lieu. L'agresseur a été arrêté, il a été condamné, accusé, il a passé du temps en prison disant pourquoi je n'avais pas fait ci, pourquoi je n'ai pas fait ça, comme le font de nombreuses victimes. Quand j'ai eu une conversation avec elle à ce sujet, je lui ai posé de nombreuses questions, vraiment au niveau des détails, comment elle a répondu à chaque moment. Donc tout ce qui est écrit en rouge sont ses réponses. Elle a commencé à marcher plus rapidement, elle a fait un bond de côté, elle a tourné son visage, etc., comme vous pouvez le voir. Donc, toutes ces informations en rouge sont ses réponses et la forme de résistance qu'elle a utilisée. Donc, d'arrêter de hurler, c'est aussi important au niveau de la résistance que d'avoir hurlé. Vous pouvez voir aussi qu'elle n'a pas essayé de réagir physiquement, mais elle a essayé de raisonner avec lui. Donc, ce n'était pas juste une réaction de l'amygdala où elle a essayé, c'était une réaction complètement c'était une réaction complètement instinctive. Elle a aussi eu des réactions pensées pour arrêter l'agression. Et donc, le plus elle était agressée, elle a dû utiliser une multiplication de tactiques. Quand je lui ai posé des questions au niveau de son visage, elle a dit qu'à un moment, il a essayé de m'embrasser. Donc, de s'embrasser, c'est quelque chose que deux personnes veulent faire. C'est une idée consensuelle, c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire, embrasser? Non, bien sûr que non, je ne voulais pas l'embrasser, moi, quand elle m'a répondu. Il a forcé son visage, sa bouche, pardon, sur mon visage. Donc, c'était une description physique. Je l'ai écrit et j'ai demandé quand il a fait ça, comment as-tu répondu? Et elle a tourné sa tête et ensuite elle a arrêté, elle a commencé à pleurer et on est resté assis ensemble comme ça pendant un long moment et je lui ai demandé que s'est-il passé, de quoi te rappelles-tu? Maintenant, je sais pourquoi j'ai arrêté de me débattre et j'ai dit pourquoi? Parce que quand j'ai tourné mon visage, j'avais oublié cela, mais quand j'ai tourné mon visage, il y avait deux filles qui étaient sur le trottoir, à 30 ou 40 pieds d'ici. Donc en fait, c'est que j'ai arrêté de hurler parce je ne voulais pas attirer l'attention de ces jeunes filles parce que je me faisais du souci. Donc au milieu de l'agression, elles protégeaient en
plus d'autres personnes. Et je vous dirais que ce n'est pas une réaction isolée. Par exemple, le babysitter, quand les parents reviennent à la maison après avoir picolé toute la nuit, combien de babysitters sont agressés et ne hurlent pas parce qu'elles ne veulent pas réveiller les enfants. C'est plutôt courant parce que les gens essayent de protéger des enfants plus jeunes. Donc, les stratégies de la violence par l'agresseur sont connectées aux actions de résistance de la victime. Un agresseur sait et anticipe la résistance de la victime et s'efforce de la réprimer. Donc, comme on comprend, la résistance de la victime est liée à la violence de l'agresseur. Si l'agresseur tente d'isoler la victime, tout ce que la victime essaye de faire pour rester connectée avec d'autres personnes est une forme de résistance et de briser l'isolation. Si l'offenseur tente d'humilier la victime, tout ce qu'elle fait pour essayer de conserver sa dignité, violence est une forme de résistance, etc. La logique de tout ceci est vraiment importante. L'institution des refuges de Calgary résume bien cette façon et c'est sur leur site web et ils parlent de honorer la résistance. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a des sirènes qui passent juste en bas de ma fenêtre. Ce que je disais, que la résistance est tout aussi réelle que la violence. Nous n'essayons pas de faire une mise en perspective. La façon dont les personnes résistent ne paraît pas être une forme de résistance. De se couper, par exemple, peut ne pas apparaître comme une résistance, mais c'est une forme de protestation. Ce n'est pas seulement une force ou une approche au niveau de la résilience, seulement une force ou une approche au niveau de la résilience. Les victimes et la résistance révèlent la nature de la violence et ça c'est un point essentiel parce que quand vous ne savez pas quand la victime a résisté, c'est ici, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les différentes étapes prises par l'agresseur pour résister à cette résistance et la supprimer. Si un avocat de la défense, par exemple, pour un accusé dans un cas de violence, s'il n'y a pas de prise en compte de la résistance, comme ici, par exemple, l'avocat peut dire, Madame Jones, si c'était si terrible, pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de répondre? Donc, dans ces cas-là, cela peut être utilisé contre la victime au bénéfice de l'agresseur, par exemple. Donc, je ne vais pas parler au niveau du langage, de la connexion entre la violence et le langage. Nous avons étudié cette connexion depuis assez longtemps. Nous lisons les condamnations, le langage utilisé dans les tribunaux par les juges, etc. Mais je vais vous parler de certaines des façons dont on fait cette analyse et des actions multilatérales qui sont basées sur le travail que nous faisons au niveau de la recherche. Des mots et des expressions erronées fréquemment utilisés, des femmes de réconfort, ça ce sont par des femmes coréennes qui ont été violées de façon répétée par des soldats japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des femmes de réconfort, des arrangements où le territoire est divisé dans des sections de réconfort, des arrangements où le territoire est divisé dans des sections d'immobilier que les personnes autochtones sont isolées, ne peuvent plus chasser. Une relation de violence, si l'une personne abuse l'autre, ce ne peut pas être une relation. Il faut qu'il y ait une personne qui abuse et une autre personne qui soit abusée. Donc, quand vous dites que c'est une relation de violence, vous impliquez que les deux personnes abusent. S'il y a une relation d'amour, vous pouvez me dire dans ces cas-là ce que les deux personnes font pour établir cette relation d'amour. Mais s'il y a une relation abusive, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas me dire ce que les deux personnes font pour avoir un comportement abusif. C'est-à-dire s'il y a
Une personne qui abuse l'autre, ce n'est pas une relation, c'est une relation dans laquelle il y a c'est une relation dans laquelle il y a une personne qui en abuse une autre, mais ce n'est pas une relation abusive. Pardon. S'il y a un rapport sexuel, c'est-à-dire que c'est mutuel et consensuel, mais si c'est non consensuel, ça ne peut pas être une relation sexuelle. Dans ces cas-là, c'est un viol. Relation sexuelle avec une personne mineure, le Code pénal de Canada parle en disant que si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas être consensuel pour le sexe. Donc, il est dans ce cas-là impossible d'avoir une relation sexuelle avec une personne mineure. Et ensuite, au niveau de la prostitution enfantine, c'est la même chose qu'auparavant. L'âge décisif est de 15 ans. Encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas former un consentement instruit en dessous de l'âge par les enfants. Mais la prostitution par les enfants ne peut pas se passer puisqu'il n'y a pas de consentement. Encore une fois, par Leonard Coates, ses recherches, la violence est un acte unilatéral. La violence consiste en des actes posés par une personne contre la volonté et le bien-être d'une personne. Si vous la grippez de façon trop forte, là c'est un problème. Si vous serrez la main, secouez la main trop fort, si vous boxez, si vous embrassez, donc une poignée de main est mutuelle, elle est coordonnée entre deux personnes. On est d'accord de le faire, on fait cette poignée de main, c'est une activité mutuelle. D'une autre façon, si je commence à secouer ma main dans l'air, c'est je vous secoue la main, mais ce n'est pas une poignée de main mutuelle et consensuelle de façon latérale. C'est dans ces cas-là, je vous prends la main. De boxer, c'est encore un autre exemple. Façon latérale, c'est dans ces cas-là, je vous prends la main. De boxer, c'est encore un autre exemple. Des personnes qui ont des shorts un petit peu marrants sur un ring, il y a un arbitre, il y a des règles. Dans ces cas-là, c'est une activité consensuelle où l'accord est mutuel. Si Mike Tyson qui décide de manger une oreille, dans ces cas-là, maintenant, c'est un acte unilatéral d'agression. Si je disais que c'était un match de boxe, j'impliquerais dans ces cas-là que l'autre boxeur était consensuel, mais il a essayé de se défendre. Encore une fois, si je décris une agression familiale, de violence familiale, encore une fois, il n'y a pas de consentement. Mais la victime d'embrasser une autre personne, par exemple, vous pouvez peut-être vous rappeler la première fois que vous avez embrassé quelqu'un et que vous n'étiez pas si bon à le faire et vous aviez un contact oculaire et que vous pensez à vos bras, à vos lunettes et à tout cela, les bouches se mettent ensemble. Et puis ensuite, vous essayez toujours de dire comment est-ce que je vais faire, quel genre de baiser, est-ce que ça va être un baiser amical, est-ce que ça va être un baiser sexy. Donc, si une personne veut un baiser amical alors que l'autre veut avoir un baiser plus sexuel, donc l'une personne va peut-être ouvrir la bouche et offrir la langue alors que l'autre ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il garde la bouche fermée. Et donc, c'est le travail de la personne qui voulait un baiser plus sexué de fermer la bouche. C'est là qu'on parle de consentement. Si une personne dit « je ne veux pas ce genre de baiser », si une personne dit « je ne veux pas ce genre de baiser », il ferme la bouche. Si la personne essaie de forcer leur langue dans la bouche de l'autre personne, dans ces cas-là, ce n'est plus un baiser. Dans les analyses que l'on a fait préalablement au niveau des agressions sexuelles, c'est que souvent un juge parlait de contact oral forcé, c'est-à-dire quand un adulte a forcé leur bouche sur le corps d'un enfant. Il parlait d'embrasser, il parlait de relations sexuelles quand il y avait une pénétration anale forcée ou avec un enfant. Ce sont des choses qui, de façon consensuelle, ne peuvent pas se passer, mais d'une façon légiste. Le langage perd cette unilatéralité de l'action.
et qu'on transforme cela en une relation sexuelle avec un enfant. Donc, sexuelle avec un enfant. Donc, il y avait quelque chose dans le Globe and Mail il y a longtemps. C'était que si l'on frappe quelqu'un avec une poêle à frire sur la tête, et en travaillant avec les enfants dans le Yukon, ils ont un programme Youth for Safety and Justice. Ils ont demandé et fait une pétition auprès de M. Trudeau de changer le langage utilisé au niveau du code pénal. Un vol de banque n'est pas une transaction financière. Le vol d'une auto n'est pas un partage de voiture. De même, une agression contre sa conjointe n'est pas une dispute ou une engueulade, ni une relation de violence. Le viol d'un enfant n'est pas une relation sexuelle avec un enfant, ni de la prostitution enfantine. Coller de force sa bouche sur la sienne et non pas embrasser, violence conjugale, coup, relation violente, relation violente, pénétration vaginale forcée, sexe, rapport sexuel, coup, attaque, agression, invasion, génocide, contre guerre, conflit, problème de relations historiques. Donc il y a eu une excuse par le Premier ministre Harper. Ils ont dit que c'était un problème de restauration de confiance quand on parle de génocide. Donc les viols d'enfants à l'étranger devraient remplacer le tourisme sexuel, etc. Voici une rhétorique colonialiste, c'est une version plus ancienne. La colonisation a toujours été fondée sur l'existence d'un besoin et d'une dépendance. Les peuples ne peuvent pas tous être colonisés. Seuls ceux qui ressentent ce besoin peuvent l'être. Dans presque tous les cas où les Européens ont fondé des colonies, nous pouvons dire que la colonisation était attendue, voire espérée dans la conscience de leurs sujets. Cela vous montre un petit peu l'image des Autochtones qui sont au bord du... Mais cela nous montre une façon de penser, de mutualiser, si vous voulez, la violence pour la justifier. La même logique est utilisée pour d'autres violences. C'est toujours utilisé dans notre pays. C'est une notion vraiment importante. Voici un exemple de la littérature plus récente. Les caractéristiques des partenaires les restent à pousser ensemble à mesure que les partenaires maltraités s'adaptent et deviennent plus conciliants. Les caractéristiques des partenaires les rendent de plus en plus dépendants de l'un de l'autre. Après une longue période de violence, ils acquièrent des caractéristiques complémentaires, agressifs, passifs, exigeants, conciliants, accusateurs, enclins à accepter la culpabilité. C'est que s'ils n'étaient pas d'accord, ils ne seraient pas si exigeants. C'est que s'ils n'étaient pas si forts, vous ne pourriez pas être blâmé. Donc encore une fois, on essaye d'expliquer la violence d'un agresseur par les déficiences chez la victime. Et cette logique est vraiment étrange. C'est comme si on disait à quelqu'un, si tu n'étais pas si noir, je ne serais pas si raciste, si tu n'étais pas si gay, je ne serais pas si contre vous, si tu n'étais pas invalide ou handicapé, je ne pourrais pas avoir ces préjugés. Donc je trouve encore que c'est une intersection de misogynie. Et tout cela, c'est pour justifier. Encore une fois, on trouve ce langage dans tout le domaine de la violence interpersonnelle. Là, c'est encore, on a considéré comment les juges de paix font les entretiens des personnes, surtout les autochtones qui demandaient à avoir une ordonnance de protection. On a fait cela en fonction d'enregistrements, d'entretiens que nous avons obtenus. Donc ici, voici un exemple. Dès le début, il était agressif, avait des comportements sexuels. L'applicant, qui était une femme autochtone dans ce cas-là, non, tout allait bien jusqu'au mois d'août. Et puis un soir, elle a commencé à m'embrasser. Je ne voulais pas, il ne me pas écouter. Puis sa voix est trop basse alors qu'elle est en train de décrire l'agression. Bon, d'accord, est-ce que cet événement a été signalé à la police? Elle dit non. Et donc, cette fois-là, c'était la première fois où vous avez une relation sexuelle. C'était la première fois
de ma vie que j'avais une relation sexuelle. Donc, ce que vous avez ici, c'est une personne de descendance européenne qui commence à transformer le viol contre une femme autochtone comme si c'était une relation sexuelle avec une femme indigène. Ce n'était pas une relation consensuelle, c'était une agression. Et mon expérience, aux fonctions des consensuelles, c'était une agression. Et mon expérience, aux fonctions des années, c'est que quand on fait cet amalgame, d'arriver à se remettre de la violence, c'est vraiment beaucoup plus difficile parce que la victime se dit si j'ai eu une relation sexuelle, est-ce que cela veut dire que j'ai un problème au niveau de mes relations sexuelles? Et cela peut être très confusant au niveau d'avoir une relation sexuelle, surtout pour les jeunes quand on travaille avec eux. Et cela fait que le rétablissement au niveau de la honte et de se sentir blâmé est beaucoup plus importante. Le Code pénal du Canada fait la même chose. Section 1, 152, l'incitation à des contacts sexuels. Toute personne qui a des fins d'ordre sexuel invite, engage ou insiste, etc. Si je coince un enfant à l'école ou dans un placard après sa pratique de basket et puis que j'attrape le corps après sa pratique de basket et puis que j'attrape le corps d'un enfant, que je le force à me toucher. Et on dit quoi? Que c'est une invitation à des contacts sexuels. Ce n'est pas du tout une invitation, c'est une agression. Ce n'est pas seulement toucher, c'est d'attraper, c'est d'agresser sexuellement. Une invitation, c'est quelque chose de positif. On invite des amis à prendre un café. De toucher, c'est quelque chose de neutre ou de positif. C'est quelque chose, oh, j'ai vu un film, c'était très émouvant. Cela m'a touché. Donc, on prend des termes qui sont très positifs, on les met ensemble et cela dissimule la nature de la violence, encore une fois, au niveau du langage. Dans le code pénal, c'est une façon complètement tordue des descriptions. Et cela se reflète aussi dans des criminels dans différents pays. Nous faisons une analyse d'ailleurs des codes pénals. Voici de l'État de Washington, viol d'un enfant au 2e degré. Une personne est coupable de viol d'un enfant du 2e degré si elle a eu des rapports sexuels avec un enfant âgé de moins de 12 ans mais moins de 14 ans. Encore une fois, on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas capable de donner un consentement. Vous pouvez forcer le pénis dans le corps d'une personne, mais vous ne pouvez pas avoir une relation sexuelle, que ce soit de façon légale ou consensuelle. Cela ne peut se passer. Nouvelle-Zélande. Il ne peut pas y avoir une relation sexuelle encore en deçà de l'âge de 14 ans, puisqu'il n'y a pas de 14 ans. Vous pouvez voir encore comportement sexuel, qui est plutôt un mot positif. Quiconque a des relations sexuelles ou une connexion sexuelle, comment est-ce qu'on pourra avoir une connexion sexuelle? Ce à quoi on fait face, ils sont. Et encore une fois, on voit qu'ils sont en faveur de l'agresseur et cela doit être changé. Voici encore quelque chose qui était il y a un petit moment avec Kevin Newman sur CTV News et Victoria Potashna qui était la journaliste. Il parlait des problèmes à Winnipeg, des problèmes de prostitution, c'est le terme employé. Et la journaliste a dit c'est que ce problème est beaucoup plus jeune. Il y a de nombreux jeunes, des prostituées enfants qui étaient dans la rue. Et il y avait une jeune fille à l'écran dont le visage était caché. On lui demandait comment est-ce que tu as commencé dans ce travail. J'avais 12 ans et mon voisin m'a pris dans la cuisine, il m'a pris par derrière, par l'anus, il m'a lancé $50 et c'était ma première expérience. Voilà, c'était la première fois de ma vie. Donc évidemment, ce n'était pas une expérience sexuelle, c'était une violence humiliante et terrible. Mais quand on parle de ces circonstances et des codes criminels, des évaluations légistes au niveau des tribunaux, quand on parle de la violence en tant que relation sexuelle, on crée une confusion au niveau du public. Et bien sûr, cela va diminuer l'efficacité de tous les programmes d'intervention que l'on peut avoir. L'une des choses essentielles que l'on doit faire, c'est de faire une différence très claire entre la violence et les relations sexuelles dans tous les cas, surtout au niveau du consentement et du consensualisme.
Donc, s'il y a violence ou l'humiliation, une atteinte à la dignité humaine, il y a de la résistance. La résistance est une réaction à la violence et non pas un effet, une conséquence. Souvent, la résistance est dissimulée ou carrément ignorée. Y a-t-il un centre de la dignité dans le cerveau? Comment les enfants font-ils pour protéger leurs proches, même quand ils sont terrifiés? Ce sont des actions de résistance. Donc, encore une fois, ces jours, le langage mutuel masque la résistance des victimes et les efforts des agresseurs pour la maîtriser et l'étouffer, et cela ne les met pas en avant du tout. Souvent, les victimes sont décrites comme étant des personnes qui ont un comportement passif, dysfonctionnel, qui vont même jusqu'à attirer ou accepter la violence, que ce soit consensuel, de transformer une agression comme une bagarre ou un conflit. Encore une fois, on ne considère pas la façon dont l'agresseur tente de réprimer la résistance. Ici, voici un message d'intérêt public, un groupe d'activistes au Yukon qui sont connectés avec la maison d'hébergement de Couch's Place. Ils ont fait une campagne, des scénarios qui sont lus à la radio par des jeunes femmes, les collègues et les directeurs. Je t'ai demandé d'arrêter, j'ai essayé de négocier, j'ai crié à l'aide, j'ai détourné mon visage pour t'éviter, j'ai croisé les jambes, je me suis contorsionné, je me suis accroché aux racines, puis j'ai essayé de me débattre pour éviter d'être blessé et j'ai laissé mon esprit partir ailleurs. Mettez-vous en doute le fait que j'ai opposé une résistance. Le juge a décidé que j'avais été consentante. Personne ne demande à être violé. Soyez avec nous dans la promotion de la dignité et de la non-violence. Qu'est-ce qui change dans la façon dont on considère la façon dont les personnes sont résistantes? C'est une attitude active tournée vers l'action. C'est de passer de « je suis incapable », « je suis compétente », on passe de « je n'ai pas de limites » à « ils ont ignoré mes limites »,« j'ai besoin de compétences », pas ça. « J'ai réagi habilement »,« je suis hyper vigilante »,« j'ai un bon radar »,« je suis déprimée », pas ça. « Je suis triste de faire l'objet d'une oppression ». Responsable, l'agresseur est responsable. J'ai échoué, j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Est-ce que j'ai laissé une telle chose se produire? Je ne pouvais pas faire en sorte que ça s'est arrêté. Est-ce que je choisis des hommes violents? Non, je choisis des hommes bien. Est-ce que j'ai réactivé mon traumatisme? J'ai réactivé ma résistance. Est-ce que je suis malade et anormal? Je suis normal et en bonne santé. Je suis bizarre et maladive. Je suis équilibré et doué de bon sens. Le problème, c'est moi, pas ça. La violence est le problème. J'ai un problème intérieur. C'est en fait un problème social. Je doute de moi-même. Je me blâme. Passe au fait que je me respecte. Donc, je voudrais encore tous vous remercier pour m'avoir invité à présenter ce webinaire assez court et je pense que maintenant je vais considérer vos questions. J'espère que je saurai comment les voir. Oh, au fait, j'ai aussi quelques documents pour que vous soyez un meilleur aidant. C'est à Vancouver. D'aider mieux, vous pouvez voir la référence de l'article. C'est vraiment un très bon travail. Vous pouvez voir les différents langages qu'ils ont utilisés et identifiés. Donc maintenant, je vais tenter d'aller voir vos questions, s'il y en a. Okay, so I don't see any questions. Bon, je ne vois pas de questions. So apparently either no one has attended or I've explained everything so j'espère que je ne manque pas les questions. Donc, j'ai l'impression que personne au webinaire ou alors j'ai tout expliqué si bien qu'il n'y a pas de questions. Ah, il y a une question au début de la présentation. Vous avez parlé de prostitution de travailleurs du sexe. Pensez que les travailleurs du sexe s'identifient en tant que tels? Oui, vous avez tout à fait raison. Les travailleurs du sexe utilisent ce mot et s'identifient à cela et qu'ils ont le droit de s'identifier en tant que tels. D'autres personnes
s'identifient en tant que prostituées ou impliquées dans la prostitution, et cette conversation est vraiment essentielle. Parce que d'un côté, il y a énormément de violence dans la prostitution ou chez les travailleurs du sexe, mais qui en parle en fonction de la nature de l'activité? Il est possible, par exemple, de dire pourquoi il est important pour certaines des travailleuses du sexe de s'identifier en tant que telles, et puis en même temps de ne pas dissimuler la violence qui a été commise contre elles dans de nombreux cas. Si l'on ne parle pas de violence, et c'est mon souci, nous permettons en fait la violence. Donc il nous faut accorder à chaque personne la façon de s'identifier qu'ils choisissent. Encore une fois, on n'étend pas cela aux personnes qui commettent les violences. Est-ce que quelqu'un va s'identifier en tant que ah oui, moi je m'identifie comme ayant voulu violer l'agresseur. Donc c'est pour aussi accorder la dignité aux travailleuses du sexe, mais on ne considère pas les agresseurs de la même façon. Aller au Parlement pour modifier le langage utilisé dans le code pénal, non, je ne l'ai pas encore fait. Ce serait fantastique si nous avions cette opportunité. Je pense que Linda Coates serait une personne fantastique pour le faire, mais je pense sincèrement que cela doit arriver. Il y a eu vraiment des données provantes de ce qui se passe au niveau de ce langage du code pénal. Je pense qu'il faudrait y avoir une conversation publique. Il faut défier les avocats dans les cas où, dans les dossiers où le langage et l'utilisation du langage est problématique. Un des exemples au niveau du code, c'est que la façon dont des mots utilisés par le juge en fonction de l'énoncé de la sentence. Et on ne peut pas dépasser le temps qui nous est accordé. Merci encore de